Avez-vous déjà imaginé recevoir un courriel de quelqu'un quelques jours après sa mort? Pas un courriel ordinaire, mais un message précis, écrit silencieusement, chargé de sens, envoyé précisément comme un dernier acte de la part de quelqu'un qui savait déjà qu'il allait disparaître. On dirait une scène de film, mais cette histoire est bien réelle, et ce qui était écrit dans ce courriel est de ceux qui changent quiconque le lit. Il change parce qu'il touche là où on évite le plus d'entrer en contact. La douleur cachée, les mots non prononcés, le poids de ne pas avoir entendu plus tôt. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Ce n'est pas seulement une histoire d'adieu, c'est un doux avertissement et, en même temps, un appel à l'attention. Le jeune homme à l'origine de cette histoire souffrait de dépression depuis des années. Discret, sans signe majeur. Comme tant d'autres, il a appris à sourire extérieurement, tout en s'effondrant intérieurement. Mais contrairement à la plupart, il a laissé quelque chose derrière lui, un dernier message, une sorte de lettre d'adieu moderne, envoyée par courriel, programmée avec la date et l'heure exacte. Un clic avant de partir, un dernier effort pour être compris. Le contenu de ce message n'était pas seulement émouvant, il était profond, d'une honnêteté brutale, remplie de vérité qu'il n'a jamais réussi à exprimer de son vivant. C'est pourquoi cette histoire ne peut passer inaperçue. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a vécu une expérience similaire. Peut-être vous êtes-vous senti étouffé par des pensées que vous ne pouviez pas partager. Ou peut-être n'avez-vous jamais rien vécu de tel, mais sentez-vous qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui mérite d'être entendu, ressenti, compris. Car lorsqu'un jeune homme programme l'envoi d'un courriel quelques jours après sa mort, il ne fait pas que dire au revoir. Il laisse une trace de ce qui se passe en lui. Celui qui porte chaque jour le poids de la douleur émotionnelle. C'est une tentative de traduire l'effet silencieux de la dépression sur notre façon d'être. C'est comme s'il disait « J'ai essayé de t'expliquer. Maintenant, tu m'entends enfin ». Écouter attentivement cette histoire n'est pas seulement un acte d'empathie, c'est une façon de voir l'autre avec plus de présence, de reconnaître les signes que nous ignorons souvent, de briser le silence qui se fait si souvent passer pour de la force. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression qu'un message arrivait trop tard? Avez-vous déjà eu envie de remonter le temps et de dire quelque chose qui vous restait en travers de la gorge? Cette histoire vous transportera à cet endroit précis, un endroit où le temps a passé, mais où les mots résonnent encore, où ce qui a été écrit se transforme, même lorsqu'il n'y a plus de réponse possible. Maintenant, je veux vous raconter en détail comment cet email a été écrit, ce qu'il y avait derrière chaque ligne, et comment il a profondément impacté les personnes qui l'ont reçu. Ce courriel ne contenait pas que des mots. C'était un appel silencieux à la compréhension. Chaque phrase semblait avoir été écrite avec le soin de quelqu'un qui sait qu'il ne sera plus là pour l'expliquer. Et c'est peut-être précisément ce qui nous affecte le plus, l'absence. Le fait que, lorsque le message arrive enfin, il soit déjà trop tard pour répondre, pour prendre dans ses bras, pour dire « Je t'ai entendu ». Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Parfois, partager un souvenir, un sentiment, voire une question, peut ouvrir de nouvelles perspectives à ceux qui luttent eux aussi contre le silence d'un proche. C'est ce qui rend cet espace si important. L'échange, l'écoute mutuelle, la présence, même à distance. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci sont précieuses, qu'elles suscitent la réflexion, ou qu'elles sont accueillantes, et qu'elles éveillent quelque chose de profond en vous, alors aimez cette vidéo et vous abonner à la chaîne fait toute la différence. Vraiment. Car c'est votre participation qui fait vivre ce contenu et permet de faire connaître ces messages à davantage de personnes qui pourraient avoir besoin de cela. Une parole qui arrive juste au bon moment. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, parce que le moment où il a décidé de programmer ce message en dit long sur ce qu'il ressentait et sur tout ce qu'il voulait dire, mais ne pouvait pas dans la vie. Ce n'était pas une impulsion, ce n'était pas un accident. Cet email, avec tout ce qu'il contenait, avait été écrit quelques jours auparavant, calmement, précisément.
Il n'avait pas écrit dans la précipitation ni dans un dernier soupir désespéré. Au contraire, il y avait de l'intention dans chaque mot, de la stratégie dans la formulation et une lucidité presque douloureuse. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et c'est là que tout bascule. Quand on pense aux messages laissés par ceux qui nous quittent, on imagine presque toujours quelque chose de soudain, écrit en larmes, à la limite du désespoir. Mais ce qui rend cet email si percutant, c'est qu'il a été préparé avec le temps. Comme quelqu'un qui range sa chambre avant de partir, comme quelqu'un qui sait qu'il n'écrit pas seulement un adieu, mais un souvenir programmé, une dernière tentative pour faire comprendre aux autres ce que personne ne semblait comprendre de son vivant. Cette prise de conscience est ce qui nous touche le plus, car ce n'était pas une explosion émotionnelle, c'était un processus silencieux. Il a choisi chaque destinataire, il a sélectionné les mots, il a réfléchi à l'impact que cela aurait, et pourtant il a décidé de l'envoyer, comme pour dire « peut-être que maintenant tu m'entendras ». Cela révèle une vérité cachée que beaucoup ne sont pas prêts à affronter. Une douleur profonde et constante s'accompagne parfois d'une lucidité effrayante. Il ne voulait blesser personne. En réalité, le ton du message n'était pas accusateur, mais soulagé, comme quelqu'un qui pouvait enfin tout dire, sans crainte d'interruption ni de jugement. Comme si ce courriel était le seul moyen d'expliquer ce qui ne pouvait s'exprimer par des conversations, des regards, des tentatives frustrées de se révéler pleinement. Et c'est peut-être là le point le plus cruel et le plus émouvant à la fois. Il a attendu son absence pour être sûr d'être pris au sérieux. Et cela révèle quelque chose que beaucoup ressentent sans pouvoir l'exprimer. Cette peur de parler sans être compris, cette lassitude d'expliquer sans être vraiment entendu. Dans ce message, il évoquait son enfance, de doux souvenirs mêlés à des moments de solitude. Il décrivait des sentiments presque impossibles à imaginer pour ceux qui le lisaient. Il y avait là une sensibilité brute et nue qui démontait toute idée simpliste de la dépression. Il ne s'excusait pas mais n'accusait pas non plus. Il révélait simplement ce que personne ne voyait, et c'est incroyablement puissant. Le calendrier d'envoi, ce détail technique, presque impersonnel, contraste fortement avec la charge émotionnelle du contenu. On dirait que la froideur de la technologie amplifie la chaleur du message. On le lit et on a l'impression qu'il nous murmure à l'oreille. Et c'est précisément ce qui fait de cet email une marque. Il n'a pas seulement laissé des mots, il a laissé une présence. Maintenant, réfléchissez à ce que cela révèle sur notre façon de gérer le silence des autres, sur le nombre de signaux que nous ignorons parce qu'ils ne crient pas, sur le nombre de messages que nous manquons parce que nous pensons que quelqu'un est trop bien pour être mauvais. Cet email était, en substance, un miroir, un de ceux que nous n'aimons pas regarder, mais qui nous montre ce qui doit être vu. Et lorsque les destinataires ont commencé à partager des extraits du message, ce n'est pas seulement la douleur de la perte qui a refait surface, mais aussi la reconnaissance. Les gens ont dit « j'ai déjà ressenti ça, je le cache aussi, j'étais presque comme lui ». La réaction n'a pas été un choc, mais une identification, ce qui montre que ce qui était là devait être dit non seulement par lui, mais par beaucoup. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il y a une partie de l'email à laquelle personne ne s'attendait. Et ce qu'il a écrit dans cette section révèle une intention encore plus grande qu'un simple adieu. C'était un message au monde, une demande, un avertissement. Il n'attirait pas l'attention partout où il allait. Il n'était pas du genre à faire des discours, ni à se mettre au centre des conversations. En fait, si vous le croisiez dans la rue, vous ne le remarqueriez peut-être même pas. Et même parmi ses amis les plus proches, il avait cette attitude réservée, quelque peu réservée, comme s'il observait tout sans rien révéler. C'était le genre de personne qui écoutait plus qu'il ne parlait et qui semblait toujours en paix, alors qu'en réalité, il portait un lourd fardeau en lui. Son nom importe peu désormais, mais son essence, si, car il aurait pu être n'importe qui, un camarade de classe, un voisin, un frère, un ami. Il était intelligent, bien plus qu'il ne le laissait paraître. Il avait un esprit curieux et créatif, et une sensibilité rare, celle qui donne du sens à chaque geste.
Il se souciait des autres, même lorsqu'il ne savait pas comment le montrer. Et c'est peut-être là le plus douloureux de toute cette histoire. Tous ses efforts pour paraître bien, pour ne déranger personne, pour rester le type décontracté que tout le monde pensait qu'il était. Pendant longtemps, il a réussi à cacher ce qu'il ressentait, et non pas parce que c'était faux, mais parce que je pensais que personne ne comprendrait. Et, au fond, parce que je pensais que ressentir tout cela était une faiblesse. Ida parlait rarement de lui. Il évitait toujours le sujet. Il disait que tout allait bien, que ce n'était qu'une phase, que la fatigue était normale. Mais en vérité, il luttait silencieusement contre une profonde dépression, celle qui n'a pas de cause évidente, mais qui ronge lentement, comme si elle ôtait l'éclat des choses simples, la saveur du jour. C'est étrange de penser qu'une personne aussi pleine de vie puisse mourir intérieurement en même temps. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé, et de l'extérieur, on voyait un sourire. Un jeune homme poli, serviable et digne de confiance. Il maintenait ses habitudes, livrait son travail et se rendait à ses rendez-vous. Il ne s'isolait pas complètement, mais il ne se confiait pas non plus à personne. Il s'était créé une personnalité fonctionnelle, tandis que sa vraie nature suffoquait derrière cette façade de normalité. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Il n'a jamais laissé d'indice évident. Il n'a pas exprimé ouvertement sa tristesse. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas laissé traîner de notes, juste ce courriel, gardé secret, programmé, attendant le bon moment pour émerger de l'ombre et faire surface. C'était la description la plus fidèle de ce qu'il portait en lui, et ce n'est qu'après l'arrivée du message que les gens ont commencé à se demander « Comment avons-nous pu passer à côté de ça ?» Cette question résonnait parmi ses amis, ses parents, et ceux qui vivaient avec lui au quotidien, car il était là, chaque jour. Mais en même temps, il semblait de plus en plus distant, et personne ne savait comment combler le fossé qui se creusait lentement entre ce qu'il montrait et ce qu'il ressentait. Et peut-être ne voulait-il même pas être sauvé, peut-être voulait-il simplement être vraiment vu, derrière sa force apparente, derrière sa productivité, derrière les réponses automatiques qu'il donnait chaque fois qu'on lui demandait si tout allait bien. Cette histoire ne parle pas seulement de douleur, elle parle de silence, de la façon dont nous banalisons la souffrance des autres, tellement elle est bien dissimulée, de la difficulté de parler ouvertement de santé mentale sans être perçu comme fragile, dramatique ou exagéré. Et il l'a ressenti. Il sentait qu'il n'y avait pas de place pour la vulnérabilité. Alors, il a tout refoulé, jusqu'à ce que ça ne lui convienne plus. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car, lorsque nous comprenons qui il était, nous, et commençons également à voir où nous avons échoué, et ce qui peut encore être changé. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Il était dans sa chambre, seul, son ordinateur portable devant lui, et un sentiment qu'aucun de nous ne pouvait pleinement saisir. L'horloge affichait 1 heure indéterminée, mais pour lui, cet instant était crucial. C'était le genre d'instant où le silence intérieur devient si pesant qu'il exige de s'exprimer, ne serait-ce que par un message programmé. Une angoisse vague mais constante planait sur lui, comme un fil tendu, prêt à se rompre. C'est alors qu'il décida. Écrire son dernier message. La décision de programmer cet email n'était pas impulsive, elle était chargée d'intentionnalité, d'une douloureuse clarté. Il savait exactement ce qu'il ressentait, et il était convaincu que ces mots arriveraient après son départ, quand l'absence pourrait être aussi éloquente que le texte. À cet instant, il n'y avait ni bruit fort, ni voix, ni précipitation. Peut-être juste un bruit de ville lointain, un ciel gris, ou cette nuit qui semblait incapable d'apporter un apaisement. Il prit une grande inspiration, ouvrit l'éditeur de texte et s'arrêta quelques secondes devant l'écran. Peut-être regarda-t-il de vieilles photos, des messages de doux souvenirs, et ressentit-il une profonde émotion face au contraste entre ce qui avait été et ce qui était encore. Il écrivit calmement, révisa, effaça, retravailla, comme quelqu'un qui parcourt les coulisses d'un esprit troublé en quête de traduction, de sens. Ce n'était pas un acte de désespoir, mais un récit final. Il voulait qu'il soit clair, serein, porteur de la vérité cachée de son voyage silencieux. Le contexte de cette journée
a mis une âme à nu. Peu de temps auparavant, il avait reçu un message de sa famille, lui disant qu'il leur manquait, mais que tout irait bien. On leur avait ordonné de continuer à prendre soin de sa santé, de chercher de l'aide, de ne pas abandonner. Il leur avait répondu pour les remercier. Mais il y avait un poids invisible qu'il ne saisissait pas. Il a donc fait un choix, programmer l'envoi de l'email à un moment où il n'y aurait aucune attente de réponse, seulement une ouverture pour ressentir, réfléchir et comprendre. Il a appuyé sur le bouton « Envoyer plus tard », convaincu que, dans quelques jours, le message arriverait et briserait cette apparente normalité. Il savait qu'en programmant son envoi après sa mort, le message aurait un impact différent. La logique technologique de la messagerie automatique contrastait fortement avec la charge émotionnelle qu'elle véhiculait. C'était comme si le silence des jours à venir amplifiait ce dernier geste d'honnêteté. Il ne voulait pas créer de culpabilité, mais il voulait que quelqu'un l'écoute enfin. Et cette décision révèle une vérité universelle. Lorsqu'on est épuisé à force d'insister pour être entendu, on recourt à une forme de communication définitive, en espérant que, plus tard au moins, quelqu'un comprendra. À cet instant, il ne se demandait pas si cela lui causerait douleur ou soulagement. Il écrivait comme s'il abandonnait une part de lui-même qui ne lui correspondait plus. C'était un acte de courage et, en même temps, d'abandon. Il exprimait clairement son amour, qu'il demandait pardon de ne plus savoir lutter, qu'il croyait avoir été aimé malgré tout, mais qu'il devait mettre fin à ses souffrances. Et il le faisait avec la même précision. Chaque ligne était ponctuée de délicatesse. Chaque paragraphe conjuguait souvenir, désir et clarté. Puis, en le programmant après son départ, il donnait au message le pouvoir d'agir de lui-même, d'arriver comme une invitation à réfléchir, à pleurer, à se souvenir, à repenser. Ce qu'il a vu ce jour fatidique était quelque chose que beaucoup ne parviennent pas à saisir, le gouffre subtil entre ce que nous sommes aux yeux du monde et ce que nous sommes intérieurement. Il a perçu sa propre vérité cachée et a décidé de la transmettre par écrit. Il sentait que toute autre tentative, conversation, appel à l'aide serait vouée à l'échec. Il a donc choisi de s'appuyer sur le silence numérique, sur l'automatisation, pour garantir que ses paroles ne soient ni interrompues ni inversées. Il a transformé sa souffrance en message, un voyage douloureux transformé en récit final, destiné à produire un impact, voire une transformation, sur quiconque serait prêt à le lire attentivement. Il est fascinant de penser que sa décision de programmer ce message révèle comment nous faisons des choix au cœur de la souffrance. Ce n'était pas une idée soudaine, mais le fruit d'une longue réflexion, d'un épuisement intense et d'un profond désir d'être compris. Il savait que personne ne l'écoutait vraiment. Et dans ce geste final, il voulait s'assurer que ces mots lui parviennent sans pression et soient chargés de sens. Un état d'esprit de précision émotionnelle, un acte ultime et conscient. Et lorsque ce courriel est enfin parvenu à ses destinataires, la réaction n'a pas été seulement le choc, mais la reconnaissance. Parents, amis et proches ont dit « si seulement nous avions lu cela plus tôt ». Beaucoup ont pleuré, d'autres se sont sentis coupables, mais presque tous ont compris que ce jeune homme n'était tout simplement pas perçu comme il aurait dû l'être. Et l'impact du message a dépassé ses destinataires directs. Son contenu a résonné dans les communautés en ligne, dans les conversations, sur la santé mentale, chez d'autres personnes qui ont reconnu leur propre douleur. Ce message programmé est devenu le symbole d'un réveil émotionnel, un signal d'alarme silencieux mais puissant sur la façon dont nous traitons la souffrance invisible. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il y a dans ce message un passage que peu de gens s'attendaient à trouver. Et ce qu'il y a écrit révèle non seulement de la tristesse, mais une décision consciente, presque philosophique, sur le sens de la vie et de la douleur. C'est une intuition qui transforme le récit et peut changer la perception de ce que signifie avoir le courage de raconter sa propre histoire. Le contenu de cet email n'était pas une simple diatribe. C'était un miroir émotionnel soigneusement conçu pour résonner chez celui qui le recevait. Lorsque les destinataires l'ouvraient enfin,
Ils y trouvaient non seulement des mots, mais un univers de sentiments enfouis sous des années de silence. Ils n'écrivaient pas « je vais bien », car ils n'allaient pas bien. Il utilisait des phrases subtiles et significatives pour décrire ce qui était impossible à exprimer. Je parle pour ceux qui l'ont reçu. Ils y ont trouvé des lignes qui évoquaient une solitude persistante, même entourée. Des nuits où l'esprit était lourd comme du plomb, un espoir qui n'avait pas émergé plus tôt. Il était reconnaissant d'avoir été aimé, mais regrettait de ne pas avoir pu vivre dans la sérénité. Il disait, avec une sérénité douloureuse, « Si je... et part que mes mots parlent pour moi ». Le ton du message était d'une sensibilité incroyable. Il remerciait sincèrement, s'excusait pour les soucis qu'il avait causés et exprimait sa gratitude pour chaque geste d'affection reçu. Lorsqu'il évoquait ses parents, il choisissait des mots qui exprimaient l'amour, la reconnaissance et le chagrin de ne pas avoir pu être à la hauteur de ses attentes. Il qualifiait cela de poids insoutenable, même avec une thérapie, des rires, des conseils et des propositions de changement. Ce message a eu un profond impact sur ceux qui ont ouvert leur boîte mail quelques jours après la perte. C'était comme si ce courriel était une respiration tant attendue, lourde mais révélatrice. Pourtant, il n'y avait aucune culpabilité explicite, seulement de la clarté. Il écrivait sur une vérité cachée que personne n'avait cherché à percer auparavant. La souffrance émotionnelle peut être invisible dans un corps qui continue de fonctionner. Il disait avoir tenu à laisser une trace de ce qu'il ressentait avant que le monde ne décide de se taire. Lorsqu'il demandait pardon, c'était en silence, presque comme pour offrir un dernier souffle d'humilité. Cela révélait à ceux qui le lisaient combien il était las de cacher le poids de la dépression. Pour beaucoup, l'impact initial a été la surprise. Comment n'avait-il pas remarqué plus tôt? Comment une personne aussi intelligente et apparemment fonctionnelle pouvait-elle lutter si intensément en silence? Puis est venue l'émotion brute et difficile de réaliser que ce courriel était plus qu'un adieu. C'était une tentative de communication sincère, une tentative qui n'aurait jamais pu être interrompue ou ignorée. Car programmer l'envoi d'un message après sa mort n'est pas un caprice technique, mais un désir profond d'être ressenti sans bruit, sans interférence, avec toute la force de celui qui a décidé que ces mots devaient arriver purs, intacts, comme un héritage silencieux. Les remerciements et les excuses étaient entremêlés de souvenirs vivaces. Une sortie en famille, un après-midi de rires en cuisine, de petites confessions de moments de quasi-bonheur qui pour lui avaient été précieux. Chaque paragraphe révélait combien il appréciait l'affection, même s'il n'avait pas répondu de la même manière. Et en écrivant cela dans ce courriel, il révélait non pas une douleur inventée, mais une fracture silencieuse qui s'était ouverte de manière irréversible. Les adieux furent donc prononcés avec la dignité de celui qui accomplit un dernier acte d'amour. Il prit congé avec une élégance mélancolique, demandant que personne ne célèbre son absence, se laissant simplement envahir par ce qui allait arriver. Tristesse, colère, désir, confusion. Il demanda qu'au lieu du silence, le dialogue soit privilégié pour prendre soin les uns des autres. Et c'est précisément ce ton sincère qui toucha profondément ceux qui l'écoutèrent. Les réactions ont déferlé sur les réseaux sociaux et dans les conversations. Les parents ont versé des larmes, les amis ont compris que son combat était bien plus profond qu'ils ne l'imaginaient, et des lecteurs qui ne le connaissaient même pas se sont reconnus dans ces mots. Ce message a provoqué une transformation intérieure chez beaucoup. Il leur a donné envie de s'impliquer davantage dans la vie de ceux qu'ils aiment, de demander plus souvent « comment ça va ?», de briser l'illusion que ceux qui sourient extérieurement sont bien intérieurement. La révélation du message programmé a mis en lumière une vérité universelle sur la santé mentale. Le silence n'est pas synonyme d'absence de douleur. Et ceux qui choisissent de laisser un dernier message, même en l'absence, témoignent d'un silence qui a trop longtemps perduré. Son impact ne s'est pas limité à ceux qui l'ont reçu directement. Il a eu des répercussions sur les familles, les communautés en ligne et les professionnels qui accompagnent les personnes souffrant de dépression. Ce message
est devenu le symbole d'une transformation possible, et beaucoup ont avoué qu'en le lisant, ils ont décidé de demander de l'aide, de renouer des conversations interrompues et d'apprécier les petites attentions du quotidien. C'est incroyable comme la puissance d'un message peut transcender celui qui l'a écrit, car à sa mort, ses sentiments ont pris vie chez les autres. Chaque phrase puissante était une révélation, un aperçu de cet esprit si silencieux et résilient. Chaque souvenir qu'il partageait était une décision émotionnelle, faire taire la douleur et protéger les autres du blâme, tout en révélant la vérité. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il y a dans ce message un passage que peu de gens s'attendaient à trouver. Un fragment qui transcende la tristesse et révèle une décision quasi philosophique quant à ce qu'il souhaitait laisser comme héritage émotionnel. Et ce qu'il a écrit là peut radicalement transformer notre perception de l'importance d'écouter ceux qui se taisent. Lorsque la famille a ouvert ce message, c'était comme entrer dans un espace à la fois sensible et inconnu. Ce n'était pas un simple courriel, c'était un récit émouvant qui révélait le fonctionnement intérieur de quelqu'un qu'il connaissait sans jamais vraiment comprendre. Maman, en lisant la première phrase, ressentit une douleur si intense qu'elle eut du mal à respirer. Papa, les mains tremblantes sur le clavier, mit un certain temps à passer outre les remerciements. Chaque mot portait un poids qui semblait dire « j'étais là, mais j'étais aussi absent ». Et cette prise de conscience fut bouleversante. Ses amis proches, qui avaient partagé les fêtes du jeune homme, ses études et son habitude de rire légèrement, ignoraient ce qui se tramait en lui. En lisant le récit de ses interminables nuits blanches, de son sentiment constant de vide, de ses pensées qui formaient comme des nuages épais et suffocants, beaucoup éprouvaient une culpabilité inattendue, de ne pas avoir demandé, de ne pas avoir écouté au-delà des apparences. La conversation ennuyeuse habituelle, les « tout va bien », les rires automatiques prenaient une nouvelle dimension douloureuse. Tel était le masque qu'il portait tandis qu'il sentait tout s'évaporer en lui. La surprise fut viscérale. Mot pour mot, ils se virent décrits dans une confession intime, sans dramatisation exagérée, mais avec une clarté qui perçait le silence. Il ne pointa personne du doigt. Il révéla simplement la vérité cachée, révélant la structure complexe de la souffrance émotionnelle. Et c'est alors qu'émergea avec intensité cet amour que beaucoup ignoraient jusqu'alors. Un amour mêlé de fierté, de regret, d'un désir que personne n'avait le droit d'exprimer. L'impact fut presque magique, car les mots écrits quelques jours plus tôt commencèrent à construire un pont immédiat entre le monde qu'il quittait et celui de ceux qu'il avait perdus. La douleur était là, certes, mais aussi une reconnaissance. Ils comprirent que ce jeune homme était bien plus que son sourire retenu et sa routine bien organisée. Chaque ligne faisait remonter à la surface des souvenirs, certains oubliés, d'autres refoulés, de moments apparemment anodins, mais porteurs de confessions non dites, de gestes non accomplis, d'occasions de soins manqués. Le courriel devint un miroir émotionnel pour son lecteur. Il révéla combien il est possible d'être aux côtés de quelqu'un sans pourtant le voir pleinement. Certains se sentaient coupables pour chaque « ça va » accepté sans poser de questions, pour chaque sourire reçu sans insister sur la douleur. Mais la culpabilité s'accompagnait de gratitude. Gratitude d'avoir enfin accès à ce qu'ils avaient essayé de dire. Un espoir silencieux émergeait, que la compréhension pouvait émerger malgré l'absence. Et pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils comprenaient que parler de dépression ou de souffrance n'était pas une exagération, mais une décision courageuse. Et cet impact ne s'est pas limité aux écrans d'ordinateur des parents ou des amis. Le courriel s'est propagé auprès de psychologues, d'enseignants, de thérapeutes et de personnes qui ne le connaissaient même pas, mais qui s'y reconnaissaient. Sur les forums, des histoires parallèles, des expressions d'identification et des demandes d'aide ont émergé. Le contenu est devenu une impulsion collective, démontrant que cet adieu silencieux avait un pouvoir transformateur bien plus grand qu'il n'y paraissait. Il a transformé l'empathie en action, la compassion en changement, la conversation en écoute sincère. Il était frappant de constater qu'avec un seul message,
Il avait permis un cheminement collectif de réflexion. Chaque lecteur, profondément touché, devenait porteur d'un petit morceau de cette histoire, ce qui a engendré une vague de transformation subtile, promesse de poser davantage de questions, d'offrir de l'aide même quand tout semble aller bien, de ne plus accepter le « tout va bien » comme une réponse définitive. L'impact émotionnel se répercutait dans les décisions quotidiennes, les conversations avec les proches, les messages d'affection laissés dans les groupes WhatsApp, les messages touchants sur l'importance de se demander « tout va bien ?» Pour ses parents, ce courriel fut la première fois qu'ils prirent conscience du poids qu'ils portaient. Pour ses amis, ce fut une invitation tardive mais précieuse à repenser ce qu'ils avaient vécu ensemble. Pour des inconnus, ce fut le miroir de leurs propres blessures silencieuses. Et au milieu de tout cela, l'héritage de ce message était simple mais profond. Un rappel que la présence visible ne garantit pas la présence réelle, que l'on peut exister dans la plénitude extérieure tout en se dissolvant intérieurement. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il y a un passage dans ce courriel particulièrement inattendu. Ce qui y est écrit suscite non seulement une émotion supplémentaire, mais aussi une révélation sur son choix, une décision qui transcende le désespoir et touche à une vérité quasi philosophique sur l'écoute, la mémoire et la continuité. Et ce passage peut transformer radicalement votre regard, non seulement sur cette histoire, mais aussi sur ce que signifie laisser la parole à ceux qui souffrent en silence. Commentaire. Cela me semble logique. Il a choisi d'écrire plutôt que de parler, car pour lui, parler était 1000 fois plus difficile. La dépression silencieuse fonctionne précisément de cette façon. Elle étouffe la voix intérieure jusqu'à ce que même les mots les plus simples deviennent des articulations douloureuses. Dehors, il était devenu expert dans l'art de dissimuler son chaos émotionnel, mais son moi intérieur implorait une échappatoire qui n'impliquait pas d'affronter le regard des autres, ni la pression de conversations angoissantes. Parler de sa douleur révélerait une vulnérabilité qu'il croyait insupportable. Il a donc choisi l'écriture. Un refuge intime où il pouvait organiser ses sentiments, former des phrases et tout révéler sans interruption, sans crainte de réaction en temps réel. C'est dans cet espace privé, dans la sécurité des mots tapés à la machine, qu'il a osé donner voix à ce qui suffoquait dans le silence. Écrire cet email programmé était sa façon d'exprimer des émotions qui ne trouvaient jamais leur place dans la conversation. Là, entre des paragraphes soigneusement remaniés, reposaient toutes les vérités cachées qu'il portait en lui. Des sentiments profonds, des regrets inexprimés, des demandes de pardon qu'il n'avait jamais eu le courage d'exprimer devant ses parents ou ses amis. La dépression le réduisait au silence intérieur, mais ce message lui permettait de se révéler pleinement, sans avoir besoin d'expliquer ce qui ne pouvait être exprimé par des mots, mais pouvait être écrit. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il écrivait tout. En choisissant le courriel, il était clair avec lui-même. Ce serait le moyen le plus authentique de s'assurer que ses sentiments lui parviennent sans bruit, sans omission. La dépression crée souvent un vide invisible où l'expression échoue. On essaie de parler, mais les mots s'enfouissent, glissent ou se dissolvent dans la peur d'être mal compris. Il le comprenait. Il savait que s'il parlait, il pourrait être interrompu par le choc de l'autre, par sa tentative de consolation prématurée, par des opinions bien intentionnées qui délégitimaient la douleur. Mais par SMS, le message arriverait complet, intact. Ce choix révèle également un niveau de conscience émotionnelle surprenant. Il n'était pas quelqu'un qui avait simplement renoncé à la conversation. Il pensait « si j'ai la possibilité de m'assurer que mes mots soient lus comme je le souhaite, écrits comme je le souhaite, sans filtre, involontairement déformés, alors c'est la voie que je prendrai. » Le message est devenu une décision délibérée de prendre le contrôle de ça, et une communication finale. Il savait que personne n'aurait peut-être la patience de l'entendre dans son intégralité. Il s'assura donc qu'il soit lu dans le silence de ses doigts et la sécurité du clic programmé. Et cette décision témoigne de son état d'esprit et de sa capacité à prendre des décisions face au deuil.
Au lieu de chercher une aide verbale, il a écrit un adieu qui résonnerait de lui-même. Ce n'était pas une fuite, mais un choix de se connecter à son rythme, afin d'être pleinement compris plus tard. La lettre numérique était sa dernière chance de s'exprimer sans interférence et de laisser chaque émotion, chaque parcelle de souffrance, être dénuée de tout souci de réconfort ou d'interruption déroutante. Cela reflète une vérité invisible. Ceux qui souffrent de dépression profonde perdent souvent confiance en leur capacité à être entendus. La vulnérabilité se transforme en peur d'être incompris ou ignoré. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas s'ouvrir à la vie, mais il croyait pouvoir laisser un héritage émotionnel par l'écriture. Ce choix est douloureux, mais aussi celui d'un courage discret que peu de gens peuvent reconnaître. Il a transformé sa douleur en récit, permettant à sa voix de survivre à son corps et d'avoir un impact réel sur ceux qui restent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce choix a une dimension encore plus significative. Un passage de ce message qui non seulement parle de souffrance, mais révèle une intention presque philosophique quant à ce qu'il souhaitait laisser à ceux qu'il aime. C'est une révélation sur le but, sur l'impact d'un message laissé avec une intention claire, sur la façon dont un adieu peut engendrer une transformation et une réflexion profonde. Et cet aspect peut changer votre perception de la communication émotionnelle, non seulement dans cette histoire, mais dans toute relation où le silence règne. Le courriel fut ouvert et lu. Mais malgré la clarté de chaque mot, le silence régnait toujours. Des silences que même un dernier message ne pouvait combler. Ce qui subsistait ensuite, ce qui n'avait pas été dit, les espaces vides entre les phrases, les questions restées sans réponse, formaient une nouvelle forme d'absence. Il ne suffisait pas de savoir ce qu'il ressentait, il fallait gérer ce qui restait en suspens. La vérité cachée demeurait. Les membres de la famille réalisaient, trop tard, qu'ils avaient manqué de nombreux détails, de petites expressions d'insécurité, des appels à l'aide. Voilés, noyés dans le tourbillon du quotidien. Les amis se souvenaient de conversations superficielles, de rires forcés et de rencontres superficielles, et cela soulignait que tout va bien n'est pas toujours synonyme de stabilité émotionnelle. La dépression se cache dans les sourires, et ce qui restait en silence résonnait comme un cri étouffé. Il y avait de la place pour le regret, mais aussi une soif de transformation. Nombre de ceux qui l'ont lu ont ressenti le besoin de changer leur façon d'interagir, être véritablement présent, écouter sans juger, poser des questions avec douceur. Ce message a été un choc, une invitation à reconstruire un état d'esprit empreint de compassion. Impossible d'ignorer l'impact qu'un seul message pouvait avoir. Le parcours de la lettre numérique est devenu un pont entre ceux qui partaient et ceux qui restaient, entre désespoir et responsabilité émotionnelle. Malgré tout, des questions subsistaient. Cet adieu contenait-il déjà tout ce qu'il voulait dire, ou y avait-il encore davantage de non-dits, cet excès de mots comprimés, des sentiments que la dépression avait atténués au fil des ans, que l'écriture avait partiellement révélés, mais qui étaient peut-être encore prisonniers de souvenirs, de rêves non vécus, là où ils ne s'étaient pas autorisés à atteindre dans la vie. Une absence physique, mêlée à un vide émotionnel, un écho constant de ce qui avait été suspendu dans le temps. Dans le silence qui suivit tout cela, les destinataires se trouvèrent confrontés à une autre réalité. Commenter le message ne suffirait pas à combler le vide laissé. L'impact fut profond, transformateur, mais aussi empreint d'une mélancolie que seuls ceux qui l'ont vécu personnellement connaissent. Souvenirs partagés, larmes, remords, mais sans la possibilité de dire « j'ai écouté, j'ai essayé à ce moment-là ». Cette impossibilité a suscité une puissante réflexion sur la présence authentique et sur le fait qu'il peut être tardif de tenter de réparer le passé au lieu d'agir dans le présent. Et ce poids de la perte ne s'est pas limité à la lecture du courriel. Il a été le point de départ de conversations profondes entre ceux qui étaient restés et ceux qui avaient connu le même silence. Les témoignages ont inondé les réseaux, des témoignages de ceux qui ont failli perdre un proche, de ceux qui ont ignoré les signaux d'alarme émotionnels, de ceux qui ont compris l'importance de changer avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi,
L'impact s'est propagé au-delà de la boîte de réception. Il s'est transformé en une transformation collective. Le message a révélé que de petites décisions conscientes ont le pouvoir de générer des changements sur des réseaux entiers, au travers d'histoires parallèles. Mais le vide subsistait, dans les gestes non faits, dans les câlins non offerts, dans les mots à la présence tardive, mais pas réelle. Car il ne s'agissait pas seulement de lire, mais de rester présent, chaque jour après ce déclic. Et cela exigeait une reconstruction émotionnelle, une redéfinition de notre relation à notre entourage, au présent et aux fragilités invisibles. Ce fut l'occasion d'apprendre que toutes les absences ne sont pas irréversibles. Certaines peuvent être réécrites par la résilience collective, par un soin transformateur. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car un passage du message évoque précisément ce vide qui persiste même après un adieu. Un passage qui ne guérira peut-être pas, mais qui montre la voie, comment gérer les non-dits, la déconnexion persistante et la nécessité de réécrire notre relation à la présence émotionnelle de ceux qui nous entourent. C'est une révélation qui parle d'héritage, de responsabilité émotionnelle et de la façon dont de petits gestes aujourd'hui peuvent changer le cours d'une histoire qui peut encore être transformée. Ce message, avec toute sa force et son silence, ne le concerne pas seulement, il nous concerne tous. Car, à bien y réfléchir, qui n'a pas eu un moment où les mots lui sont restés en travers de la gorge? Qui n'a pas caché une part de sa propre douleur par peur, par honte ou simplement par incapacité à demander de l'aide? Cette histoire résonne car elle reflète une vérité universelle que beaucoup évitent d'affronter. Derrière les sourires, les banalités et les routines apparemment normales, se cachent des luttes intérieures invisibles, de profonds silences et un besoin profond de connexion et de compréhension. C'est difficile à admettre, mais combien de fois avons-nous croisé quelqu'un, un ami, un membre de la famille, voire une connaissance, sans lui demander sincèrement « Ça va ?» Nous ne prenons pas le temps d'écouter attentivement. Nous ne prêtons pas attention aux signes qui se manifestent par des gestes, des regards ou même par un simple « Tout va bien ?» Nous vivons dans un état d'esprit effréné, où la précipitation et la superficialité dominent les relations. Et d'une certaine manière, ce manque de présence active peut faire toute la différence entre trouver de l'aide à temps et se perdre dans ses pensées. Voilà l'impact de ce message. Un appel à regarder au-delà des évidences, à reconnaître les non-dits, à faire preuve d'une réelle empathie, à comprendre que les décisions et les silences d'autrui ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent, et, bien sûr, à réaliser que nous pouvons nous-mêmes porter une douleur silencieuse qui n'a pas besoin d'être cachée et qui mérite d'être partagée et accueillie. Le parcours de ce jeune homme, planifié, structuré, chargé d'intentions et de sentiments profonds, illustre la complexité de l'esprit humain, la difficulté d'exprimer ce qui pèse le plus lourd et le courage nécessaire pour laisser un message final. C'est une leçon sur la façon dont la transformation s'amorce lorsque nous nous laissons, ainsi qu'aux autres, voir les choses avec plus d'honnêteté et de vulnérabilité. Après tout, prendre soin de sa santé émotionnelle n'est pas seulement un acte individuel. C'est un effort collectif, fait de petites décisions quotidiennes, de gestes qui peuvent paraître simples, mais dont l'impact est immense. La vérité cachée est que nous traversons tous ce cheminement à un moment ou à un autre. Certains luttent contre leurs démons intérieurs, d'autres cherchent à comprendre comment aider, et beaucoup d'autres cherchent simplement un sens à la douleur dont ils sont témoins. Ainsi, l'histoire de ce jeune homme devient un miroir de notre propre réalité, des liens à renforcer, de la nature cachée de nos émotions que nous ignorons souvent. Cette réflexion nous amène à nous demander combien de vérités gardons-nous cachées, combien de messages non envoyés, de rendez-vous reportés, de câlins non exprimés et de « je t'aime » non exprimés pèsent silencieusement en nous. Et plus encore, comment changer cet état d'esprit en créant des espaces où la conversation ouverte et le soutien sincère sont la règle et non l'exception.
Car au fond, la véritable transformation commence lorsque nous décidons d'agir, non seulement lorsque les conséquences se font sentir, mais aussi dans notre quotidien, dans les choix que nous faisons pour construire des relations plus profondes et plus vraies. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet car cette histoire n'est pas un cas isolé. Elle ouvre une fenêtre sur une réalité que beaucoup vivent en silence et qui doit être comprise, acceptée et transformée de toute urgence. À partir de cette expérience, nous pouvons explorer non seulement l'impact individuel, mais aussi ce que cela représente pour la société dans son ensemble, pour la culture du bien-être émotionnel et pour les décisions qui façonnent l'avenir de nos relations humaines. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin. Il est inévitable de se demander, face à cette histoire intense et complexe, combien d'autres messages similaires sont écrits en ce moment même, quelque part dans le monde, par quelqu'un qui lutte lui aussi contre un silence assourdissant. Combien de lettres ne seront jamais envoyées, de mots qui ne trouveront jamais de destinataire, et d'adieux silencieux qui pourraient être évités avec un peu plus de présence, d'attention et d'empathie. Cette réflexion nous bouleverse, car elle nous confronte à une vérité que nous essayons souvent d'ignorer. Nous ne sommes pas aussi éloignés les uns des autres que nous aimerions le croire, et bien des souffrances sont invisibles précisément parce que personne n'a voulu les voir. L'idée qu'un proche, un collègue, un voisin, un membre de la famille puisse vivre un bouleversement intérieur sans que nous en ayons conscience est une révélation troublante, et en même temps, une invitation pressante à changer cette réalité. L'impact d'une écoute active, d'une simple question, d'un geste attentionné, peut faire la différence entre un chemin de transformation et l'effondrement silencieux de quelqu'un qui ne voit aucune issue. Le chemin de chacun est semé d'embûches et de décisions, souvent difficiles et complexes. Mais ce qui se passe en coulisses dans ces vies, c'est que le véritable dialogue n'a souvent pas lieu, ou arrive trop tard. Imaginez combien de vérités cachées passent inaperçues lors des réunions, des conversations rapides, des messages échangés à la hâte, des rencontres programmées davantage par obligation que par un désir sincère de connexion. Ce silence collectif crée un contexte où la solitude s'intensifie, où la peur et la honte étouffent la voix intérieure qui appelle à l'aide. L'effet domino de ce silence transcende l'individu et se répercute sur les familles, les communautés et la société tout entière. Et c'est précisément là que réside la transformation que nous devons rechercher, non seulement dans les soins personnels, mais aussi dans la création d'environnements et de relations qui accueillent la vulnérabilité comme une composante naturelle de l'expérience humaine. Cette vérité cachée, cet aspect peu abordé de la coexistence, est ce qui me frappe le plus lorsque je repense à cette histoire. Car combien de fois n'agissons-nous pas par peur d'envahir l'espace d'autrui ou parce que nous pensons que le problème ne vient pas de nous? Combien de fois la frénésie de la vie moderne nous éloigne-t-elle d'une écoute attentive, d'une présence qui compte vraiment? Et surtout, comment inverser cette situation, faire évoluer les mentalités collectives pour que l'attention émotionnelle devienne une priorité, que l'empathie devienne le fondement de nos interactions et non plus un simple sentiment passager? Je souhaite maintenant approfondir ce sujet et explorer les décisions que chacun de nous peut prendre pour influencer positivement cette réalité. Car comprendre ce qui se cache derrière un adieu silencieux n'est qu'un début. Le véritable défi consiste à agir consciemment, à reconnaître que, aussi insignifiant soit-il, le simple fait de demander « ça va ?» peut transformer des vies. C'est un choix quotidien qui implique de renoncer à tout jugement, de faire preuve de courage pour accepter ce qui se révèle, et de renforcer le pouvoir du lien humain dans sa forme la plus authentique. Lorsque nous commençons à voir ces histoires à travers le prisme de la transformation, du cheminement émotionnel, des détails cachés que personne ne révèle, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls, que la vulnérabilité nous unit, et que les véritables révélations ne naissent pas de grands discours, mais de ces petits moments où nous choisissons d'être présents, corps et âme, les uns pour les autres.
Ce changement de perspective est essentiel pour briser les cycles du silence et de l'isolement et pour construire un réseau de soutien où la douleur peut être partagée et l'espoir renaître. Par conséquent, réfléchir au nombre de lettres comme celles-ci qui s'écrivent en ce moment nous remplit d'un sentiment d'urgence et de responsabilité. C'est un signal d'alarme quant à l'impact de nos actions sur la vie de ceux que nous croisons, souvent sans même nous en rendre compte. Cette histoire nous rappelle que nos décisions, aussi simples soient-elles en apparence, ont le potentiel de changer des destins, de révéler des vérités cachées et de bâtir une culture plus humaine et plus compatissante. Il y a quelque chose de profondément percutant dans le pouvoir d'un dernier message, ce dernier mot qui, même écrit dans un moment de douleur ou de désespoir, a un poids immense pour ceux qui restent. Cette lettre, ce message audio, cet email envoyé silencieusement sans réponse, ne sont pas de simples mots jetés au vent, ce sont des fragments d'une histoire, les échos d'un esprit tourmenté, des révélations qui déchirent le voile de la superficialité et révèlent des vérités qui n'apparaissent souvent qu'à la frontière entre la fin et le début. Ce message final n'apporte pas seulement tristesse ou regret, il a le pouvoir de provoquer une transformation, d'ouvrir des portes vers la reconnexion et plus encore vers une nouvelle conscience de ce que signifie être véritablement présent. Lorsqu'une personne laisse derrière elle un message comme celui-ci, il devient un miroir pour ceux qui restent, une invitation à réfléchir aux décisions prises, aux mots non dits, aux gestes non accomplis. Et l'impact va bien au-delà du choc initial. Il se dépose comme une graine capable de germer, même face à la douleur. C'est comme si ce texte offrait, au-delà du deuil, une rare opportunité de voir l'autre dans sa globalité, avec ses vulnérabilités et ses luttes intérieures, souvent invisibles. C'est l'essence même de la transformation. Ce qui semblait être un point d'arrivée peut en réalité être le début d'un cheminement collectif de guérison et de compréhension. Mais ne vous y trompez pas, le regret, la culpabilité et la tristesse sont aussi des émotions fortes. Ce sont des sentiments légitimes qui surgissent face à un adieu aussi définitif, surtout lorsqu'ils s'accompagnent de mots qui n'ont peut-être jamais été partagés en personne. La douleur de ceux qui restent a un impact réel et profond, capable d'ébranler les structures familiales, les amitiés et même notre perception de la vie. Cependant, même dans cette douleur, une précieuse opportunité se présente, apprendre de ce qui a été révélé, changer d'état d'esprit afin que d'autres histoires puissent s'écrire avec plus de soin, d'attention et surtout plus d'amour. En découvrant les coulisses de ces derniers messages, nous comprenons qu'ils sont riches en révélations sur la complexité humaine. Ce ne sont pas de simples textes, mais des éclats de voix, des confessions, et souvent des appels à l'aide silencieux, restés sans réponse à temps. Le message devient un canal par lequel cette personne, au moment le plus vulnérable, a choisi de partager ce qu'elle n'a pas pu exprimer toute sa vie. Et ce choix, en soi, révèle un immense courage, celui d'essayer d'être compris, même lorsqu'il semble trop tard. Cela nous amène à réfléchir à l'importance de créer des espaces sûrs où chacun peut se confier avant d'atteindre cette limite. Ce message final a donc un double rôle paradoxal. Il peut avoir un impact dévastateur, mais il peut aussi devenir le point de départ d'un mouvement de changement. Un mouvement qui nous pousse à repenser nos relations avec les autres, notre perception de la souffrance invisible et notre responsabilité de créer des environnements où l'empathie et l'écoute active sont plus que de simples mots. Elles sont des attitudes réelles et constantes. Lorsque nous percevons ce potentiel, nous commençons à comprendre que la douleur, aussi cruelle soit-elle, peut être le catalyseur d'une profonde transformation de notre façon de vivre nos relations. Ce voyage, qui commence au moment où quelqu'un décide d'envoyer un dernier message, est aussi une invitation pour chacun d'entre nous à revoir nos propres attitudes. Combien de fois ignorons-nous les signes? Évitons-nous les conversations difficiles ou tout simplement évitons-nous de demander « ça va ?» par peur ou par malaise?
Combien de fois omettons-nous de créer des occasions pour ceux qui nous entourent de s'exprimer pleinement? Ces questions nous confrontent à la responsabilité et au pouvoir que nous avons de changer le cours des choses, de tisser des liens plus authentiques et d'avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un qui, en silence, lutte contre ses propres ténèbres. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette réflexion ne peut se limiter à l'émotion ou au regret. Il est essentiel de comprendre que l'impact d'un message final se répercute au-delà de l'instant présent et crée une dynamique qui influence notre façon d'affronter la souffrance et la vulnérabilité. Cette dynamique implique des choix conscients qui peuvent modifier les trajectoires et transformer les réalités, tant pour ceux qui s'apprêtent à partir que pour ceux qui tentent de se reconstruire. C'est un processus d'apprentissage collectif, une opportunité de croissance qui, si nous la saisissons, peut nous conduire à un nouvel état d'esprit, plus inclusif et plus humain. De plus, une vérité se cache entre les lignes de ces derniers messages. Le silence qui les précède ne signifie pas toujours une absence d'envie de parler, mais souvent un cri étouffé par la honte, la peur du jugement ou la simple incapacité à trouver les mots pour exprimer ce que l'on ressent. Comprendre cela nous aide à appréhender avec plus de compassion ce qui se cache derrière chaque adieu silencieux et nous encourage à créer des relations propices au dialogue et à l'acceptation avant que le silence ne devienne insupportable. C'est dans ce changement de perspective que réside l'impact réel et durable, la chance de briser les cycles et de construire une culture qui valorise pleinement la vie, même face aux difficultés. Par conséquent, réfléchir à la puissance d'un message final est plus qu'un exercice d'empathie, c'est un appel à l'action. C'est un appel à faire des choix au quotidien qui favorisent une véritable connexion afin que nous n'ayons pas besoin de nous contenter d'un adieu pour prendre conscience de ce qui compte vraiment. Cette prise de conscience transforme notre perception de nos relations et nous pousse à être des acteurs actifs dans la construction d'un monde où le bien-être émotionnel est une priorité et où personne n'a besoin de se sentir seul face à ces difficultés. L'histoire que nous avons suivie jusqu'ici n'est pas seulement une triste histoire, elle porte en elle une urgence qu'il faut ressentir, qu'il faut vivre. Il ne s'agit pas seulement de la douleur d'un adieu, ni des mots suspendus dans le temps. Il s'agit de l'appel invisible mais puissant qu'il nous lance à nous regarder les uns les autres avec plus d'attention, à nous regarder nous-mêmes avec plus de sincérité, à tout ce que nous omettons de dire et de ressentir dans la précipitation de la vie. Cette urgence est une invitation à rompre le silence que nous choisissons souvent par peur, par insouciance ou tout simplement par incapacité à agir. En y réfléchissant, il est frappant de constater à quel point la communication va bien au-delà du simple échange de messages ou de l'expression de fantasmes. C'est le pont qui relie les âmes, qui développe l'empathie et qui permet la transformation. Et c'est précisément pourquoi cette histoire ne peut pas être simplement considérée comme une tragédie. Elle doit être un tournant, une étape qui nous pousse à sortir de nos automatismes, à affronter courageusement la réalité des émotions que nous portons, des doutes qui nous étouffent, des demandes restées sans réponse. Car la vérité cachée que ce récit révèle est que souvent, ce qui sauve n'est ni un remède, ni une formule magique, mais plutôt l'acte simple et puissant d'être présent, de demander sincèrement, d'écouter avec un cœur ouvert. Plus encore, cette histoire parle de l'état d'esprit qui façonne notre coexistence. Elle raconte comment, parfois, nous manquons de repères, pris dans un rythme effréné, une routine qui nous déconnecte de l'essentiel. C'est la réalité d'une société qui valorise la productivité et l'apparence, mais qui bute encore sur la vulnérabilité humaine. Et c'est dans cet espace, entre ce que nous montrons et ce que nous ressentons, que se cachent de nombreuses vérités, où tant de souffrances restent inexprimées. Cette histoire met en lumière ces coulisses invisibles de l'âme, ces couches d'émotions qui, ignorées, peuvent nous coûter cher. Comprendre cela a un impact considérable, car cela nous ouvre à la possibilité de faire des choix différents,
de décider que nos relations peuvent être des espaces d'acceptation plutôt que de jugement, que la communication peut être un outil de guérison plutôt que d'isolement. C'est un cheminement qui commence par chacun de nous, par la décision quotidienne de regarder les autres avec plus d'empathie, de reconnaître que la vie est faite de moments fragiles et que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les derniers mots soient les seuls dignes d'être entendus. Cette transformation exige du courage, car elle implique de se débarrasser de ses défenses, de ses fausses certitudes et d'entrer en contact avec la réalité crue de l'imperfection humaine, la nôtre et celle de ceux qui nous entourent. De plus, cette histoire nous invite à une profonde introspection, car il ne s'agit pas seulement de lui, de sa famille, de son ami ou de cette situation particulière. Elle nous concerne tous et nous invite à reconnaître l'impact de nos décisions et de notre état d'esprit sur la vie de ceux qui nous entourent. Elle nous invite à nous interroger sur les silences que nous laissons s'accumuler, sur les « je suis là » que nous omettons de dire, sur le nombre de fois où nous choisissons l'indifférence plutôt que la connexion. Et si nous parvenons à nous poser cette question, nous avons le pouvoir d'initier une révolution silencieuse en nous-mêmes, une révolution qui peut se répercuter sur notre façon d'aimer, d'écouter et de prendre soin des autres. C'est pourquoi cette histoire doit être commémorée, non pas pour raviver la tristesse, mais pour entretenir la flamme de la conscience et de la transformation, pour qu'elle serve de miroir, d'avertissement et d'inspiration à être plus humains dans nos choix, plus attentifs dans nos relations et plus présents dans la vie de ceux qui nous sont chers. Car ce n'est qu'en assumant cette responsabilité que nous pourrons commencer à briser les cycles de la douleur et à ouvrir la voie à la guérison. Cette histoire est urgente, car elle parle du temps, du silence et de la vie qui n'attend pas d'être pleinement vécue. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car l'urgence de ce récit comporte plusieurs facettes qu'il est nécessaire d'explorer pour que nous comprenions pleinement l'ampleur des enjeux. Il s'agit de la transformation qui s'opère lorsque nous commençons à porter un regard neuf sur les autres, lorsque nous changeons notre perception de ce que signifie prendre soin des autres et être pris en charge, lorsque des décisions qui semblaient anodines prennent un poids considérable et façonnent qui nous sommes et ce que nous laissons derrière nous. Il s'agit de l'impact des mots, des actes et, surtout, des silences que nous choisissons de combler ou non. Ce voyage transcende les frontières personnelles et sociales, car notre façon d'aborder la souffrance, la vulnérabilité et le dialogue reflètent directement le monde que nous construisons. Reconnaître cela est essentiel pour être acteur du changement, pour transformer le silence en voix, la peur en courage, la douleur en apprentissage. Ce récit nous place au cœur d'une réflexion à la fois intime et collective, une invitation à participer activement à la construction d'une culture où le soin affectif est une priorité et où l'impact de nos décisions se mesure non seulement à ce que nous accomplissons, mais aussi à ce que nous épargnons. Commentaire. J'ai entendu ce message. Je veux savoir qui est resté avec moi jusqu'à présent et quel silence cette histoire a éveillé en eux. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de participer à cette conversation importante. Ce que nous partageons n'est pas seulement du contenu, c'est un échange précieux pour nos vies et nos relations. Si tout cela vous a touché, si cela vous a profondément touché, il est logique de poursuivre ce voyage avec moi sur cette chaîne. Nous avons un espace qui transcende les apparences, où nous pouvons apprendre, réfléchir et grandir ensemble, et je serai ravi de vous compter parmi nous. Si vous souhaitez laisser un signe que vous m'avez suivi jusqu'au bout, écrivez quelque chose comme « Je suis avec toi jusqu'au bout » ou « Ce message était pour moi » dans les commentaires. Ce sera formidable de savoir qui est vraiment concerné par tout cela. Eh bien sûr, si cette vidéo a eu un impact sur votre façon de penser ou de ressentir, un petit « j'aime » est un moyen simple de montrer que nous nous sommes compris dans cette conversation, sans pression. Juste un échange naturel entre nous. Il y a une vidéo ici qui développe ce sujet et offre des éclairages supplémentaires qui, j'en suis sûr, enrichiront encore davantage votre réflexion. Cliquez et suivez-moi, car cette histoire ne s'arrête pas là.
Ce n'est que le début d'une transformation plus profonde et je souhaite vraiment que vous y participiez avec moi.